La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, oncle Phil Basket pour ce talk show de fin de semaine comme à notre habitude. On avait un petit peu mis ce talk show, on va dire en suspens compte tenu de l'actualité avec la crise sanitaire, mais les choses repartent petit à petit puisque vous le savez, la saison va redémarrer dans quelques temps. On va revenir sur la date tout à l'heure avec les panélistes qui sont présents. Nous sommes là pour Total Africa NBA. Total Africa NBA, la spéciale africaine, c'est le dimanche sur le parquet de la Radio Off. Avec les panélistes qui sont sur le parquet, on va accueillir le doc ONP depuis Angers qui est avec nous. Bonsoir le doc, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. La semaine finit calmement. Donc la santé est là, c'est le plus important. Et on est content d'être sur le parquet. Merci d'être avec nous le doc ONP. On a Missy depuis Paris aussi qui est là pour Total Africa. Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Oui. Bonsoir, on est content d'être là. On est toujours content d'être là en plus pour Total Africa parce que il y a quelque temps, cette émission n'aurait même peut-être jamais existé parce qu'aujourd'hui on voit bon nombre d'enfants africains qui ont l'American Dream, mais la situation actuelle de l'Amérique est aussi un problème dont il ne faut pas éluder. Ouais, voilà, donc vous l'avez entendu, hein, nous sommes dans Total Africa NBA et c'est une spéciale Pascal Siakam dans ce talk show, une spéciale Pascal Siakam. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont dû suivre les derniers lives du Camerounais sur les réseaux sociaux, vous devez vous souvenir. Si vous ne l'avez pas vu, on va vous inviter à regarder après, bien entendu, cette émission, la vidéo, le live réalisé par Alexandre Song et Pascal Siakam. C'était il y a quelques semaines sur YouTube, notamment pendant près de 2 heures, plus de 2 heures même. Hein. Les deux sportifs se sont entretenus et ça nous a permis d'écouter Pascal Siakam. On n'a pas souvent l'occasion de l'écouter, hein, notamment en français d'ailleurs. On n'a pas souvent cette occasion-là. Et alors sur le parquet, on s'est dit il faut qu'on prenne le temps de discuter véritablement des prises de parole de Pascal Siakam et de se rendre compte. Ça peut aussi nous aider à comprendre un petit peu l'homme parce que Pascal Siakam c'est quelqu'un de très réservé. Il est pas aussi expressif qu'un Joel Embiid, donc au niveau du caractère, au niveau de sa manière de voir les choses. C'est intéressant d'écouter Pascal Siakam et de se rendre compte de ce qu'il vit, de comment est-ce qu'il perçoit sa carrière, l'actualité NBA, etc., etc. Alors c'est une longue conversation de 2 heures de temps. On va pas diffuser les 2 heures de conversation pendant ce talk show. On a pris la peine d'extirper, de faire une petite synthèse des éléments les plus importants de l'actualité basket, parce que pour ceux qui voudraient d'autres éléments un petit peu croustillants, vous pouvez, enfin quand je dis croustillant, hein, c'est pas des sujets liés au basket, c'est des sujets liés à des familiarités entre Camerounais. C'est pas forcément ce qui nous intéresse sur le plan basket. Vous pouvez Messi a dit c'est pas le Congo ça. Voilà, vous pouvez regarder la vidéo, prendre votre temps pour regarder ce live qui est toujours disponible sur YouTube. Nous, on va se pencher sur les éléments essentiels des prises de parole de Pascal Siakam. J'ai vraiment senti pendant cette discussion, j'ai véritablement senti après on va écouter, hein, puisqu'on va diffuser des extraits. On va diffuser des extraits de ces déclarations et vraiment véritablement quand on l'écoute, on sent vraiment que Pascal Siakam a des choses dans le ventre à dire. Il n'a pas souvent l'occasion de s'exprimer, en tout cas c'est quelqu'un d'assez réservé, mais dans cette vidéo il s'est lâché. Il s'est vraiment lâché et j'aimerais véritablement vous entendre Missy et le doc là-dessus, savoir votre ressenti par rapport à ces déclarations.
Sauf si quelqu'un veut poser un mot sur une actualité avant que j'enchaîne, ou le doc, tu veux dire, Missy, tu veux dire quelque chose? Le doc, Missy, vas-y Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Moi, je reviens sur la situation très, très, extrêmement tendue, très, très difficile de l'Amérique. Hier, je crois que c'était hier, Jalen Brown a fait 15 heures de route de Boston à Atlanta. Il est en compagnie de il est en compagnie de Brogdon, l'ancien joueur de Milwaukee, actuel joueur de Atlanta. Ils sont partis parler à la foule. Eux, ils sont représentants du syndicat des joueurs aussi. Ils sont dans le syndicat des joueurs et ils ont dit ceci. Avant d'être NBA, célébrité ou quoi, nous sommes des gens du coin. Et Brogdon a rappelé que son grand-père a marché aux côtés de Martin Luther King, qui serait fier de voir la foule rassemblée en train de discuter. Mais aujourd'hui, je pense que la situation est tellement grave. Les joueurs s'expriment, de nombreux sportifs partout dans le monde entier, même Mbappé. Les gens demandent justice pour George Floyd. Et Donald Trump ne fait pas dans l'apaisement avec les premiers mots qu'il a eus par rapport à l'affaire. Et au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si le calme reviendra. En tout cas, la situation telle qu'elle est aujourd'hui est très très mauvaise. Des années et des années de souffrance, des années où il y a des jeunes qui se font tuer, des populations noires qui crient. Elles ont eu plus de soucis avec le Covid où il y a eu beaucoup de morts. Et il y a la crise économique qui est là, le chômage, beaucoup ont perdu de l'emploi. Ce qui se passe à Minnesota n'est pas anodin. Donc un redémarrage de la NBA, tant que cette situation perdure, c'est pas pour les médias. Et il y a nécessité d'appeler au calme et à l'apaisement, mais c'est difficile à entendre quand il y a eu 3 incidents plus récemment. Et quand ces incidents sont là depuis des années, il va falloir qu'il y ait un véritable dialogue entre toute l'Amérique pour se dire ça, c'est plus possible. Voilà. Merci Missy pour cette pensée. C'est vrai, cette actualité encore très très chaude du côté des États-Unis avec cette affaire Floyd. On va où Chéri Massai s'est exprimé aussi sur ce sujet. Voilà. Allez, on va enchaîner avec Pascal Siakam. Pascal Siakam, les révélations du champion NBA Pascal Siakam. Alors plusieurs sujets qu'on va évoquer ensemble après l'avoir écouté, puisque le petit jeu auquel on va se prêter, c'est simplement d'écouter quelques extraits de ces déclarations pendant 1 minute, et après on écoute un extrait et après on commente, on écoute un extrait, après on commente. On va un peu essayer d'avancer comme ça. Vous restez connectés, on enchaîne avec la suite du talk show. Allez les amis, on enchaîne avec la suite de ce talk show. Je vous l'ai dit, nous sommes dans Total Africa NBA. On fait le point sur les dernières révélations de Pascal Siakam sur les réseaux sociaux pendant son live avec le footballeur Alexandre Song. Très très intéressante discussion entre les deux sportifs, entre les deux champions. Et on va donc écouter Pascal Siakam. Plusieurs sujets qu'on va aborder. Alors, pour ceux qui ont suivi déjà cette vidéo, les 2 heures de vidéo, vous allez constater que on va pas commencer du début à la fin. On va vraiment prendre les choses dans le désordre. Je le dis exprès parce que vous allez vous constater que moi j'ai plutôt ordonné un petit peu les sujets parce que quand ils se sont mis à discuter, ils sont vraiment partis en live. Donc il a vraiment fallu. Ça s'appelle faire du freestyle. Ils sont partis en live. Donc moi j'ai pris la peine d'ordonner un petit peu les choses de telle manière à ce qu'on ait une émission, un podcast un peu plus structuré. Alors premier point qu'on va aborder, c'est les débuts de Pascal Siakam. Pascal Siakam qui va s'exprimer sur ses débuts, ce qui l'a amené à véritablement s'intéresser à cette carrière de basket de joueur pro. Le deuxième sujet
qu'on va écouter, ce sera comment est-ce que Pascal Siakam s'occupe pendant la quarantaine. Comment est-ce qu'il gère cette quarantaine avec le confinement. Il va en parler. Troisième sujet qu'on va partager ensemble, ce sera quel est l'objectif de Pascal Siakam. Donc après le titre NBA, quels sont ses objectifs? Et il y a un élément très important sur lequel on va se pencher, c'est ce que moi j'ai appelé la malédiction des 3 premières années NBA. Vous allez comprendre quand on va attaquer ce sujet, la malédiction des 3 premières années en NBA. Vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, en quatrième position, on va faire le point sur la polémique. Vous savez que quand Pascal Siakam est rentré au Cameroun, il y a eu des polémiques suite à son retour, et c'était très intéressant de l'écouter revenir sur ces épisodes. Et quand vous allez l'entendre, vous allez sentir qu'il en a encore, ça l'a vraiment touché. Il a vraiment été blessé par ce qui s'est passé quand il y a eu des polémiques sur son retour au Cameroun. Vous allez écouter ça. Et enfin, la décision de Pascal Siakam de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, il va revenir aussi dessus. On va l'écouter. Et puis voilà. Je crois que les choses sont assez ordonnées comme ça. C'est assez. On a classé les sujets comme ça. Sinon, il y a d'autres sujets sur lesquels il s'est pendu avec Alexandre Songs, dans le côté familiarité avec les Camerounais, les relations entre les Camerounais et tout ça. Bon, ça c'était vraiment Camerounais. Donc les Camerounais s'y comprendront plus ce qu'ils disent, les autres peut-être un peu moins. Voilà, les autres un petit peu moins. Donc j'ai pas voulu les sélectionner parce que c'est des sujets un peu moins internationaux, on va dire ça comme ça. Mais si vous voulez l'écouter, je vous inviterai à regarder la vidéo. Elle dure 2 heures. 2 heures, vous pouvez regarder la vidéo après ce podcast. Allez, on enchaîne avec le premier sujet. Ce qui a inspiré Pascal Siakam à ses débuts pour le basket. Doc, tu es là? Tu vas écouter? Tu es là? Allô? Le Doc, est-ce que le Doc est là? Allô, le Doc? Ici, tu es là, non? J'écoute. D'accord, parce que je voulais m'assurer que tu sois connecté, parce que quand je vais diffuser les extraits, pour que je sois sûr que tu aies bien compris, ce qu'il dit. Ok. Allez, on enchaîne avec le premier sujet. Ce qui a inspiré Siakam à ses débuts pour prendre ses décisions de joueur de prendre ses décisions d'être joueur professionnel de basket. On écoute Pascal Siakam. On est arrivé à faire quelque chose. Aujourd'hui, tu as dit, hier c'était moi que tu observais. Aujourd'hui, moi je t'observe. C'est ce que j'ai dit. Non, parce que comme tu l'as dit, c'est important parce que nous, avant, moi je n'avais pas de basketteur que je pouvais regarder. Tu vois un peu, il n'y avait pas de basketteur que je pouvais regarder. Je dis, je vais être comme lui. Donc les seules personnes que je regardais, c'était les footballeurs. C'était les Samuel Eto'o, c'était les Alexandre Song, comme tu as dit, les Rigobert, et DJ Zorba en Côte d'Ivoire. Tous ces gens-là, pour nous, c'était des exemples. Parce que ce sont ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là, ils ont pu réussir. Et c'est le seul exemple qu'on a. Tu vois, donc c'était les gens qu'on regardait en tant que jeunes, et c'était pour nous c'est la voie du succès en fait. C'était la voie du succès. Bon, pour moi j'ai pris un autre chemin avec le basket, mais à la fin de la journée c'est la même chose. C'est le sport et c'est l'Afrique. Exactly. Tu as raison. Ouais, parce que bon, peut-être le grand Barmouté, c'était la seule personne au basket, hein, parce que et comme moi je jouais même au basket, d'abord au début, donc je connaissais pas vraiment qui Barmouté était au début, tu vois un peu. Donc pour moi c'était le football, et après bon quand j'ai fait son camp, c'est là que j'ai connu qui Barmouté était, tu vois, et ça c'était peut-être en 2000, je sais pas quand, hein. J'avais entendu parler de Luc.
tu vois, parce que moi, je ne savais pas. Et puis, bon, de voir son camp, ce qu'il a fait, de pouvoir m'aider et me donner l'opportunité de voir ce que le basket peut apporter, tu vois, parce qu'on n'a pas eu cette possibilité-là. Et de voir quelqu'un comme lui qui est venu au Cameroun, ce qu'il a fait pour le Cameroun, avec ses camps, et aujourd'hui, ça nous a donné l'opportunité de rêver, en fait. De rêver, de voir le basket comme quelque chose qu'on peut vraiment acquérir, tu vois. Donc c'est vraiment un grand frère, vraiment, c'est vraiment chapeau à lui, parce que ce qu'il a fait vraiment c'est très important. Parce que je sais même Joël est passé par son camp et tout ça. Ah ouais. Ouais, Joël est passé par son camp. Et puis bon, c'est pas comme si c'est le camp qui m'a envoyé là-bas, mais ça m'a ouvert les yeux en fait. Exactement, je vois ce que tu veux dire. Et je pense que c'est juste ça l'important. Et quand je repars au Cameroun et tout ça, et quand je pense à la jeunesse camerounaise, c'est tout ce que je veux. C'est que je vois qu'un jeune Camerounais peut dire que bon, ok, j'ai vu ce camp et ça m'a ouvert les yeux. Ça m'a ouvert les yeux. Ça ne veut pas dire que je vais t'envoyer aux États-Unis, mais peut-être juste peut-être passer par le camp. Je te dis que non, ça c'est quelque chose de passé, c'est quelque chose de réel. Je vois cette personne, ça, je vois ses mentalités et ça te donne vraiment cette possibilité de rêver là. Et je pense que beaucoup de jeunes en ont besoin. Ils en ont besoin. Et donc, c'est ça. Donc, chapeau au grand Luc Mbah a Moute, parce que ce qu'il a fait vraiment, c'est très, très important pour la jeunesse camerounaise et le sport en général. Exactement. Comme tu l'as dit, qu'à travers, ça t'a fait ouvrir les yeux à travers son œuvre. Et aujourd'hui. Voilà, premier sujet, voilà, Pascal Siakam qui évoque ses débuts en NBA. Alors je pense qu'on a pu retenir, je pense que vous avez pu le retenir comme moi, deux éléments. Le premier, c'est que Pascal, il explique véritablement que le basket, c'était pas son truc, hein. Son truc, c'était le football, hein, à fond dans le foot. Et le deuxième point que l'on retient, c'est cette reconnaissance éternelle, on va dire ça comme ça, pour Luc Mbah a Moute, qui l'a permis de s'exprimer à travers ses camps de basket. Missy, tu as entendu Pascal? Oui. Comment est-ce que tu réagis à ce qu'il a dit? Oui, c'est très important qu'ils le disent comme ça, parce que quand on connaît l'histoire du pays, moi j'étais jeune quand il y avait les exploits de l'équipe nationale. Je suis né en 78 et en 84, on a beaucoup parlé de cette fameuse équipe des Lions qui était championne d'Afrique pour la première fois en 84. 84, il y avait les Mbida, il y avait les Théophile Abega, une équipe composée d'extrêmement bons joueurs qu'on a élu le Cameroun équipe du siècle. Bref, tout tournait autour du football, tout tournait autour du fait que c'est les gens qui nous ont fait rêver, les Roger Mila, tous ces joueurs, l'Infédé, tout ça. Donc un enfant camerounais, il ne pouvait s'orienter que vers le football. Pas par le basket, parce que le basket n'a pas de fait d'armes. Ouais. Le basket n'a pas de fait d'armes. Et puis quand on s'orientait vers le basket, c'est un avenir beaucoup moins incertain. Le basket était demeure toujours d'ailleurs en Afrique, un avenir beaucoup moins incertain. Au moins avec le football, on se dit peut-être un agent va me repérer, je vais partir en Europe. Et le premier Camerounais même à venir à la NBA, c'est Boumdje, un enfant de DA. Bon, c'est vrai que l'époque était concurrentielle. Comme tu vas parler de quelque chose, là, les 3 premières années, c'est vraiment dur. Et peut-être Boumdje n'a pas eu cette opportunité des 3 premières années. Ça a été un peu plus différent. Mais ça, je suis tout de même content parce que tout le monde n'a pas le privilège ni l'opportunité d'aller à la NBA, ne serait-ce que même aller jouer en NCAA. Il y a énormément de Camerounais qui sont là dans les NCAA et d'autres qu'on espère un jour voir à la NBA, mais l'opportunité a été véritablement donnée grâce à quelqu'un que nous avons toujours admiré, Hakeem Olajuwon. Quand il est parti à la NBA, il était drafté en première position. Il y a eu Dikembe Mutombo, il y a eu des joueurs comme Manu Bol. Ces 3 joueurs-là, ils ont fait en sorte qu'on a dit, les Africains, eux aussi, sont capables de faire comme tout le monde. Ils vont jouer
Donc, quand il dit le basket n'était pas pour lui, c'était pas quelque chose, il s'intéressait beaucoup au football. À bien des égards, il a un peu la même histoire que Joël Embiid. Les deux ont commencé le basket quasiment au même âge. Et Joël Embiid, même lui, il raconte comment il avait raté la première journée du camp de Bamouté avant finalement d'y aller au deuxième jour. Je pense que, au-delà même du basket, ils auraient pu faire du football. Pour moi, d'après moi, ils auraient aussi bien réussi. Parce que ce qu'on regarde chez vous, c'est vos aptitudes. C'est à un moment donné, quelqu'un ne va pas vous remarquer parce que vous allez mettre des tirs à 3 points. Et pensez-vous d'ailleurs, je prends un exemple tout bête, quand on parle de Steph Curry étant jeune, il n'était pas le tireur à 3 points qu'on connaît, qu'on voit aujourd'hui. Après, il a travaillé. Après, maintenant, on sait qu'il avait des capacités, mais on se disait pas qu'il pouvait aller loin. Maintenant, lui, en fait, là où il a très bien réussi ça, c'est qu'il a saisi chaque opportunité qui se présentait. Quand vous faites face à un obstacle, si vous pouvez pas le sauter tout de suite, vous vous dites, si j'arrive pas à sauter l'obstacle aujourd'hui, donc je me laisse 2 jours pour parvenir à sauter l'obstacle et aller toujours plus haut. Voilà. On va faire réagir le doc un petit peu. Le doc One P, Pascal Siakam, hein, qui évoque donc ses débuts, l'amour du foot. Hein, mais moi, en fait, là où je voulais t'entendre, c'est quand même incroyable de voir. Excusez-moi. C'est quand même incroyable le destin de ce jeune homme qui n'était pas véritablement basket. Hein. Il le dit dans mes débuts, je connaissais pas trop le basket. J'ai entendu parler du camp de Luc Mbamouté à qui il adresse sa reconnaissance, mais c'est quand même incroyable un destin comme ça. Ensuite, arriver au point de devenir champion NBA. Le Doc One P, petite réaction. Oui, c'est le destin de beaucoup de gens, hein, de beaucoup de champions. Pour moi, ça fait partie de ce que les champions ont de plus. C'est le grand bout destin, c'est saisir les opportunités. Et il faut dire, on n'aura pas tous les mêmes opportunités, on n'aura pas tous le même destin. Il y en a qui ont su saisir, c'est comme ça. Il y a 10 millions de joueurs qui peuvent avoir leur chance, mais on n'en donnera qu'à 1000. Et dans les 1000, il faudrait que... C'est souvent ce qu'on nous dit, d'être prêt à tout moment. D'être prêt à tout moment parce que si par chance... Ton opportunité vient, tu dois la saisir, tu dois pas la laisser passer. Donc c'est bien parce qu'il y en a d'autres aussi, on le dit pas assez, qui n'ont pas su saisir au moment où elle s'est présentée. Ouais. Donc elle se présentera pas à tout le monde, mais ceux à qui ça se présente, celui qui ne saisit pas, c'est les regrets éternels, mais en même temps il le saura peut-être jamais. Donc c'est moi je prends ça souvent pour un destin que ces gens-là ont su saisir. Ce sont des gros bosseurs, ce sont des très très gros bosseurs, des gens qui croient. N'oublions pas ceux qui sont aussi très bosseurs et qui n'ont pas pu. Et c'est pour ça qu'eux-mêmes, quand ils discutent souvent, ils sont conscients de la chance qu'ils ont. Souvent, nous on dit c'est pas de la chance, c'est du travail. Oui, c'est du travail, mais il y en a plein qui sont des gros bosseurs, mais l'occasion ne s'est pas présentée pour eux. Après, ça se chevauche souvent par génération. Une génération a pu préparer l'autre, il a bien dit. Luc a pu préparer d'autres parce que avant Luc, certains savent qu'ils n'ont pas eu la chance, certains que leurs prédécesseurs, leurs aînés n'ont pas eu la chance qu'ils ont eu. Donc, quelle plus belle marque de montrer de représenter leurs aînés que de bosser, que d'aller jusqu'au bout, parce qu'il le sait, hein, Luc leur a peut-être parlé au camp de ses aînés avec qui il était à l'équipe nationale, qu'il a vu quand il était tout petit. On sait, nous Camerounais, on sait les générations qu'il y a eu avant ça. On sait les talents qui ont été gâchés parce qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. Ou ceux qui ont eu l'opportunité n'ont pas saisi. Donc, ça fait plaisir de voir certains qui sont conscients qu'ils ont eu l'opportunité, ils l'ont saisi et ils vont travailler dur pour la garder. Ouais.
C'est clair, c'est clair. Allez, on passe à un autre sujet très intéressant, c'est on va donc attaquer cette malédiction des 3 premières années. C'est comme ça que moi je l'appelle, c'est comme ça que je l'ai appelé moi-même. Vous allez comprendre pourquoi. Pascal Siakam qui s'exprime sur l'objectif après le titre, après avoir gagné le titre NBA. Et il revient surtout sur ce que moi j'ai appelé gentiment la malédiction des 3 premières années. On écoute Pascal Siakam, vous allez comprendre. À tout de suite. Les gens sont des 20 ans en NBA, ne gagnent pas de titre. Donc, d'avoir eu cette opportunité de gagner un titre à ma 3e année en NBA, donc ça, c'est beaucoup de gens ne le font pas. Donc pour moi maintenant c'est de continuer de percer, genre continuer de travailler dur, vraiment de passer parce qu'à la fin de la journée, on dit la moyenne d'années en NBA pour les joueurs c'est 3 ans. Genre ça c'est une moyenne. Quand les gens arrivent en NBA, c'est 3 ans. Beaucoup de gens font 3 ans et puis tu n'entends plus parler d'eux. Et bon, les LeBron, les Kevin Durant sont des gars qui sont vraiment au niveau. Tu vois, les gens, ils sont arrivés et ils ont la chance de faire des 18, 15, 20 ans en NBA, mais la moyenne générale, c'est 3 ans. Et après 3 ans, tu n'entends plus parler d'eux. Donc, pour moi, c'est de continuer de maintenir. Je pense que c'est important. Quand tu arrives à ce niveau-là, d'avoir cette même mentalité là de maintenir, tu vois, un peu le genre. Donc j'essaie de continuer à le même travailler mais encore plus dur. Parce que là, il y a un petit qui te regarde là, et il y a un petit qui t'attend au coin là, petit gars. S'il est à terre, il est arrivé là, mais moi je veux sa place. Voilà, tu vois un peu le genre. Et nous on doit se battre, il faut garder ça parce que c'est pas évident. Non, c'est pas évident, on doit se battre et puis bon, en tant qu'Africain, tu dois te battre encore plus. Exactement. Ça, c'est très, très bien ce que tu as dit même. Parce que c'est ça qu'ils ne comprennent pas. Parce que nous, on vient de loin, tu dois encore donner. Oui. Tu dois te passer même. Parce que si tu es même à égalité, on va te laisser. On te laisse, même si tu es égalité, on te laisse. Donc, c'est avoir en tant qu'Africain encore, de savoir d'où on vient. Le travail, c'est encore, il faut doubler le travail, il faut vraiment doubler le travail. Et aussi, comme on a dit, un peu de chance, parce que pour nous, c'est vrai qu'on a rêvé d'être ici, mais vraiment, parfois, c'est que, merde, quand tu regardes ce que tu as pu accomplir et tout ça, bon, tu pensais vraiment pas que tu pouvais le faire. Donc, aujourd'hui, d'avoir cette opportunité-là, vraiment, c'est quelque chose qui, bon, on dit Dieu est là, Dieu veille sur nous et tout ça. Et puis, bon, un peu de chance aussi. Et bon, ça fait le coup en fait. J'ai une question aussi. Avec la... Voilà, on est arrivé à la fin de cet extrait où Pascal Siakam s'exprime sur donc vous avez compris pourquoi je parlais de malédiction pour les 3 premières années. Pascal Siakam qui exprime bien le fait que lorsque vous arrivez en NBA, vous avez 3 ans pour faire vos preuves. En globalement, c'est ça. Vous avez 3 ans pour faire vos preuves. Il y a beaucoup de joueurs, la majorité des joueurs qui après 3 ans disparaissent un petit peu du circuit. En tout cas, on les voit plus trop, ils sont plus trop dans la lumière. Donc il évoque que cela, mais je voulais surtout vous faire remarquer, c'est que après avoir gagné son titre NBA, quand on l'écoute, on a véritablement l'impression que Pascal, certes, il est content d'avoir gagné ce titre, mais c'est un peu comme si il ne le réalisait pas encore aujourd'hui. Qu'il est un champion NBA, ou je sais pas si je m'exprime mal, vous me corrigerez en fonction de comment est-ce que vous avez interprété ça. Mais moi, j'ai le sentiment véritablement que il est encore dans ce truc parce qu'il dit je suis à ma 3e année, donc je dois encore prouver, je dois prouver encore plus. Donc moi, ce qui ressort un petit peu, je me dis mais t'es champion, tu dois dire non, enfin, je sais pas. Moi, c'est un peu c'est un peu comme ça que j'ai perçu ça. J'ai l'impression qu'il a pas encore réalisé le truc. Et il s'est dit, bon, j'ai encore à prouver. C'est vrai qu'il a encore à prouver. Il est encore très jeune. Je vais pas dire le contraire. Mais c'est vrai qu'il y a de ça dedans. Bon, dites-moi comment est-ce que vous réagissez à ce qu'il a dit. On va écouter Missy d'abord. Missy, comment tu réagis à ce que tu as entendu? C'est quelqu'un qui est lucide. Oui. C'est quelqu'un qui est lucide. Vous savez pourquoi je fais rapidement un parallèle avec l'un des plus
grand joueur originaire de l'Afrique, même s'il est devenu américain. En 84, il est drafté en première position. C'est Hakim Olajuwon. Hakim Olajuwon, il est drafté en première position et il a été loin. Pourquoi? Parce qu'il a continué à étudier le jeu. Et quelqu'un qui a continué à étudier le jeu, et c'est en 94 qu'il réalise. C'est en 94 qu'il réalise. Ici, on a coupé. Le doc, tu es là? Le doc, tu es là? Petite coupure avec Missy. Est-ce que le doc est là? Le doc, tu es là? D'accord. Missy, est-ce que tu es là? Missy, on t'entend plus. On va faire la passe au doc ONP, hein, le temps que Missy revienne. Je crois qu'elle a dû être un petit peu. Ah, elle est revenue. Missy, tu es là? On a été coupé. Ok, vas-y, on a été coupé. Vas-y. Non, je dis, il a raison de pas s'y pencher dessus. Il a raison de pas s'y pencher dessus. Serena Williams a expliqué une chose. Elle a dit ici, je gagne tous les... Elle a souvent gagné et elle a expliqué qu'elle n'a jamais été grisée par le fait d'une victoire. Quand elle gagne, c'est pas qu'elle n'aime pas célébrer les titres, mais c'est qu'elle n'a pas le temps de faire la fête. Il faut rester concentré sur votre objectif. C'est quand vous êtes retraité que vous commencez à compter les points. Vous dites, ah, j'ai fait une belle carrière et tout. Mais lui-même, il est lucide parce que on l'a découvert un peu. Maintenant, c'est quelqu'un qui a les coups de sifflet. Hein. Quand les arbitres sifflent une faute, pour vous, c'est là on sait que vous êtes important. Maintenant, ce qu'il a réalisé, c'est absolument ahurissant. Lui et Kawhi Leonard ont représenté l'un des meilleurs duos des finales depuis que les playoffs existent. Si on nous avait dit qu'un gamin camerounais serait en cette position-là, et là où il a fait un job extraordinaire, c'est que quand Dwayne Casey, parce qu'il faut quand même revenir, le coach, l'ancien coach, actuel coach des Detroit, Dwayne Casey lui donnait quand même peu de minutes. Dwayne Casey, quand il lui a dit, bon ben, je t'envoie en D-League. En D-League, il y a brillé avant de revenir dans l'effectif. Un peu comme le chemin qu'a fait Chris Boucher. Mais vous devez prendre toutes les opportunités qui viennent à vous. Si vous êtes loin, dites-vous qu'il y a plus de chemin à parcourir. Mais dites-vous que vous allez vous accrocher pour parcourir les mètres qui vous séparent du top niveau. Aujourd'hui, quand on regarde, la NBA s'est arrêtée, mais elle est quand même parmi les 15 meilleurs joueurs de cette ligue et de largement. C'est quelqu'un qui score plus que l'année dernière, déjà. Donc, le Most Improved Player, s'il y avait une autre discussion, il serait encore dedans, parce qu'il a encore amélioré ses statistiques. Mais ce qu'il faut vous dire, moi, ce que je dis, quand vous êtes quelqu'un, quand vous êtes vous-même, quelqu'un peut douter de vous que vous n'allez pas réussir. Mais vous-même, vous ne pouvez pas douter de vous-même. C'est dans cet objectif qu'il est là. C'est bien. Mais il faut qu'il continue de garder les pieds sur terre. Tant qu'il gardera les pieds sur terre, rien n'est acquis. Une blessure peut aussi faire finir votre carrière. Tout ça, il faut être là. Pourquoi certains joueurs, on parle d'eux, il a notamment cité Kevin Durant et tout ça. Et Kevin Durant, c'est des gens qui jouent au basket tous les jours. Même quand on voit Kevin Durant, il est blessé. Aujourd'hui, il a récupéré plus de 80% après sa blessure. Mais c'est parce qu'il est concentré là-dessus. N'oubliez jamais en premier lieu que le basket, c'est sa profession, c'est son gagne-pain. Si vous n'entretenez pas votre gagne-pain, eh ben, vous n'êtes plus là. Malheureusement, il faut faire plus parce que vous êtes dans un système où le basket est international. On prend les gamins en Europe, on prend les gamins en Afrique, on prend les gamins aux Philippines, partout, au Japon.
Il y a Rui Hashimura qui est là maintenant. Rendez-vous compte, on prend partout. Ça veut dire que vous, si on vous a pris, c'est qu'on estime que vous avez le potentiel. Et juste quand il dit, c'est les 3 années les plus dures à rester, je terminerai par là. Je vais vous demander un tout petit exercice. Faites ça, les 3 dernières saisons, sans regarder Wikipédia. Moi, c'est toujours un exercice que je fais. Et j'y arrive en général que très peu. Vous prenez les 3 dernières saisons et vous citez les 15 premiers de la draft. Je pense que vous n'allez pas donner les noms en totalité. Vous n'allez pas donner les 45 noms. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est difficile en général. Ah oui, parce que tout ce monde ne réussit pas forcément. Au bout de 2 ans, vous retrouvez quelqu'un qui était bien drafté. Il est plus là, ou il est au fin fond du bout du vent. Voilà. Et donc, NP, la malédiction des 3 premières années, les 3 premières années sont très très importantes. Pascal Sakam l'a rappelé. Et il le dit, il ne prend rien pour acquis et il compte bien en profiter pour travailler encore plus. Comment tu as réagi à ce que tu as entendu le doc? Oui, c'est un bon état d'âme. Un bon état déjà d'esprit, excusez-moi. Un bon état d'esprit, déjà c'est particulier aux champions, et ça se voit que c'est un étudiant du jeu. Et quand je dis le jeu, c'est pas au niveau technique tactique, c'est de l'histoire du jeu. C'est du jeu dans sa globalité. Qu'est-ce qui fait que certains réussissent? Qu'est-ce qu'il faut et son entourage est très important aussi. L'entourage est très très important dans cette perspective. Oui, voilà, surtout dans sa position. C'est-à-dire que moi, je vais vous raconter une petite parenthèse. Je vous avais dit que je connais un petit peu l'entourage de Sékou Doumbouya et que nous on essayait de le pousser du mieux qu'on puisse. Et pendant le confinement, la quarantaine, Sékou il est rentré à Tours. Il était à Tours, il se promenait dans les supermarchés avec ses potes. C'était de l'amusement, c'était la grosse voiture, plein de potes dedans et des vidéos sur Instagram et tout, jusqu'à la menace de sanctions de Détroit. C'était ça, c'est-à-dire que on voit des états d'esprit, il faut un entourage qui te ressaisisse. Il y a le grand frère de Sékou a dû repartir en début de saison à Détroit pour le remettre sur les rails, parce que il n'a encore rien gagné par exemple, mais l'argent commence à venir. C'est pas beaucoup comme argent par rapport à ce qu'il peut, mais déjà quand tu viens d'un milieu défavorisé, quand tu as été sans papier et que tu as été rescapé et tout, tu peux péter les plombs. Et l'entourage est très important. La durée du joueur dépend aussi de sa perception, de son ambition et de son entourage. C'est-à-dire que très vite, il a fallu que son frère le remette sur les rails, et on a vu ce que ça a donné quand Blake Griffin s'est blessé et quand d'autres joueurs de l'équipe ont dû se blesser et qu'il a été propulsé dans l'équipe première. Mais avant ça, au début de saison, ça, les gens ne le savent pas. Et quand il y a pas du lockout, mais une quarantaine comme celle-là, et que le joueur se retrouve à Tours sans trop de protection avec ses potes, parce qu'il faut se retrouver, pas toujours respecter le confinement, faire des vidéos sur Instagram où tout le monde a accès, où on le voit dans la vie avec des potes, ça montre déjà qu'il a besoin d'être recadré le plus rapidement. Il est très jeune, donc il y a encore une marche, mais ça peut jouer sur la suite d'une carrière. Dans l'amusement comme ça, tu chopes la maladie, après tu es affaibli, quand le club te part, tu peux même être coupé par un club. Très facilement, tu peux être coupé par un club qui te dit, bon, toi, on va te couper, tu vas te chercher en Europe quelques saisons, ou si tu as la chance qu'un autre club ici te prenne, tant mieux pour toi. Donc tout ça, moi, j'ai rarement vu Pascal Siakam il s'amuse sûrement, il profite de sa jeunesse, mais de le faire en fonction de sa profession, de son travail, ce que les contraintes
qu'il y a son travail. Missy parlait de retraite, de profiter de la vie, de se reposer à la retraite. On peut, c'est ce qu'il faut avoir comme état d'esprit, mais ces gens-là, ils ont des moments aussi. Quand tu es professionnel, quand c'est ton travail, tu sais que par rapport à ton travail, tu as des moments où il faut souffler, tu as des moments où il faut s'amuser, mais tu as des contraintes nutritionnelles, tu as des contraintes d'hygiène de vie que tu dois respecter. C'est le sacrifice à faire si tu veux percer. Il est conscient de sa grande chance d'avoir eu un titre si vite. Tu sais pourquoi il parle de 3 ans aussi? Vas-y. En NBA, cette histoire de 3 ans se confirme à beaucoup de niveaux. On sait bien que au niveau de la draft, tes contrats, tu passes maintenant un contrat full après 3 ans. On laisse aux jeunes 3 ans pour... Allô, le doc? Le doc a été coupé. Le doc, tu es là? Allô? Est-ce que le doc est là? Le doc est enchaîné sur les 3 ans. Il essayait il donnait son avis un petit peu sur cette partie critique. Missy, c'est les 3 premières années sont très importantes puisque Vas-y. Après, on va enchaîner. C'est extrêmement compliqué les 3 premières années. Il faut pas qu'on se mente, il faut pas qu'on se leurre. C'est extrêmement compliqué. Mais quand vous parlez des 3 premières années, c'est que... NBA, tu seras limité pendant... Ah, le doc est revenu. Allô, le doc, on a été coupé pendant moins d'1 minute. Le doc, tu es là? J'étais en train de parler bêtement. On a été coupé pendant moins d'1 minute. Moins d'1 minute, on va dire 30 secondes. On n'a pas entendu ce que tu disais. Tu parlais des 3 premières années. Ah oui, est-ce que vous m'entendez? Là, on t'entend bien, là. Là, on t'entend bien. Ah oui, j'étais en train de continuer à parler. Oh, excusez-moi. Je disais que la NBA a fixé comme une période d'essai pour les rookies à 3 ans. Notamment pour ce qui est de plus important pour ces jeunes, c'est l'argent. Quand tu signes un contrat rookie, c'est pour 3 ans. Je prenais l'exemple de Pascal qui, après ces 3 ans, a pu signer ce gros contrat avec cette chance que dans sa 3e année, il gagne ce titre et il est MIP. Donc, ça a aidé. Ben Simmons devient un vrai multimillionnaire parce qu'il a signé, après sa 3e année de l'année dernière, là, le contrat qui va commencer cet été, il devient un vrai multimillionnaire. Tu peux être le meilleur joueur rookie, sophomore et autres. Tu as le droit d'avoir tes contrats pub et tout, mais la NBA te limite au niveau salarial à ta 3e année. Tu dois faire tes 3 ans pour maintenant prétendre à l'argent que tu mérites. Donc, quelque part, beaucoup se perdent avant ça. Beaucoup se perdent parce que la majeure partie aussi de ces gens, on ne le dit pas, ils ont toute une famille ado. Ils ont une famille, et quand je dis famille, je prends très large. Parce qu'on sait bien que chez la majeure partie, c'est une modeste noirs américains, d'autres viennent d'Afrique, d'autres noirs américains, mais même chez des blancs européens ou bien américains, le jour où le owner donne ton nom et dit, c'est pour ça que la famille autour, drafté par telle équipe, c'est comme si tout le destin d'une famille change. Tu as cette charge et je suis sûr que dans cette interview, il en parle à un moment donné avec Alexandre Son. Oui. Allô? On t'entend bien, vas-y. Donc, je suis sûr que dans cette interview, il en parle. Tu as le poids de toute une famille. Tu as l'avenir des cousines, des cousins, des oncles, des tantes. Tu as toute une pression qui fait que c'est comme un jeune, à l'époque, quand nos parents venaient en Europe, ou bien nous, plus jeunes, on disait, la famille se cotise et dit, on t'envoie en Europe pour tes études. Mais c'est notre avenir, c'est toi. C'est le poids que tu as quand c'est drap. Même chez les Américains aussi, il y a ce phénomène-là, même chez les Américains aussi, surtout les familles pauvres et tout ça. Oui. C'est ce que je dis. Américains, beaucoup se perdent, mais même chez d'autres qui sont plutôt blancs là-bas, et beaucoup se perdent. Pourquoi? Parce que on ne réalise pas
comme ils le disent dans cette discussion, les gens ne réalisent pas l'argent qui vient, ton niveau de vie change. Mais attention, ce que les chiffres annoncent dans le paiement, c'est pas ce qu'il y a dans le compte. Parce que c'est pas payé d'un coup. Il y a des charges qui passent, il y a des impôts, il y a à un moment donné, le chiffre est là, mais ça se diminue très vite. Ça se diminue très, très vite. Donc, la vraie motivation pour ça, c'est de continuer à travailler. Et quand tu as en plus l'ambition des titres, parce qu'il y a certains qui arrivent à garder et dire, j'ai gagné ça maintenant, je veux viser plus haut. Je veux m'asseoir. Comme Tony Parker disait, j'ai gagné mon premier titre rapidement, mais je me suis dit, je veux être All-Star. Parce que au-delà du titre, All-Star, c'est la reconnaissance que je suis parmi les top players. Et je veux être All-Star nommé par le public. Là, ça veut dire que le public me reconnaît comme un méga top player. Et ensuite, au fur et à mesure, tu te dis, est-ce que je peux être Hall of Famer? Mine de rien, j'ai déjà un titre, je suis All-Star. Est-ce que je peux avoir une récompense individuelle? MVP, meilleur défenseur, meilleur truc. Après, au fur et à mesure, MVP des finales, Tony Parker lui disait clairement, parce qu'il fait partie du rêve des non-américains, même si son père est déjà américain, mais il a grandi en Europe, qui se disent, quand il arrive, il se dit, au fur et à mesure, je vise un titre supplémentaire, avoir cet esprit constante de conquérir, de gagner plus, de défis permanents. Je veux dire, mais mon prochain défi, c'est quoi? Et je pense que Pascal, il a ça, et c'est ça qui fait qu'il ira loin. Ouais. C'est ça qui fait qu'il... Parce qu'il se redonne des nouveaux défis constamment. Il se donne la motivation. Mission, on va enchaîner. Il y a tellement de choses à dire. Vas-y, après on enchaîne. Je veux juste rappeler les mots que Pascal a prononcés au moment où il s'est déclaré pour la draft. Il a dit ceci: I love math, science, and at the end of the day, it's my decision. It's my decision. C'est avec ces mots-là qu'il s'est déclaré pour la draft. Et il a pris un agent, voilà. Comment l'histoire est partie. Et il avait vraiment envie de se dire, je vais aller tenter ma chance à la NBA. Mais ne croyez pas qu'il est arrivé là par hasard au Raptor. Ça veut dire qu'il y avait Ujiri Masai derrière, qui le suivait déjà depuis le camp en Afrique du Sud. Ouais. Voilà. Allez, on enchaîne avec un troisième sujet. On va parler de la décision de Pascal de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. Pascal Siakam qui s'est exprimé sur ce désir, cette volonté pour lui de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun. On écoute Pascal Siakam. À tout de suite. Moi, je sais que beaucoup de gens en parlent et moi en tant que Camerounais, comme tu l'as dit, personne ne m'a demandé. Quand j'ai porté le drapeau, j'ai pris le drapeau du Cameroun et puis je me suis mis quand j'ai gagné la NBA, personne ne m'a demandé de faire ça. Personne ne m'a demandé de prendre le drapeau du Cameroun et de faire ça. Donc, je suis Camerounais et je suis fier de l'être. Je suis Camerounais, je suis fier de l'être. Et puis, si c'est que j'ai la possibilité un jour de porter les couleurs du Cameroun et de jouer le basket pour représenter le Cameroun, avec plaisir. Ça me ferait très très plaisir, tu vois. Mais comme tu l'as dit, c'est très important qu'on comprenne que les situations ne sont pas faciles. Non. Les situations ne sont pas et puis moi mon employeur c'est Toronto, donc je leur dois tout, hein. Je leur dois tout ce que j'ai aujourd'hui, je leur dois ça et avant que je puisse avoir la possibilité de jouer au Cameroun, il faut que les conditions soient vraiment réunies, tu vois, les conditions soient solides pour que je puisse faire ce move là, tu vois un peu. Donc en tant que si j'ai pas cette assurance là que je vais venir dans quelque part où ce sera bien organisé, quelque part où j'aurai l'assurance de pouvoir, tu vois, si quelque chose se passe, j'aurai cette assurance là et que de savoir que les choses se passent bien et que c'est bien encadré et que tu puisses même avoir un terrain où tu peux jouer, des trucs comme ça. Si toutes ces choses là ne sont pas en place,
Je pense pas que j'aurais la possibilité de le faire. J'ai très envie de le faire. J'ai très envie de le faire. Si c'est que les conditions sont bien et que bon, avec mon équipe ici, c'est quelque chose qu'on s'entend et que c'est bien. Moi, je m'en vais. J'ai pas de problème. J'ai pas de problème. Je suis Camerounais, je suis fier de là. Et j'aimerais bien représenter mon pays. Donc, mais avant que si ces conditions ne sont pas fournies et que je ne suis pas sûr que j'ai cette assurance-là, ça ne peut pas se faire. Tu vois? C'est tranquille. Je te comprends, Frangin, parce que comme tu dis, ton corps, c'est ton travail. Il faut que donc qui vont te permettre de pouvoir mieux. Vous l'avez compris, vous l'avez entendu, Pascal Siakam qui a répété à plusieurs reprises « Je suis Camerounais et fier de l'être ». Je crois qu'il n'y a pas mieux pour tuer toutes les rumeurs de changement de nationalité qu'on a entendues sur les réseaux sociaux il y a encore quelques mois de cela. Hein, vous l'avez entendu, Pascal Siakam il dit sa volonté de jouer pour l'équipe nationale, mais il y a un mais, et on l'a souvent répété sur le parquet de Radio Off, il faut que les conditions soient réunies. Alors, je ne sais pas si, j'espère qu'on aura l'occasion, j'espère qu'on aura des officiels qui pourront écouter ce podcast et entendre Pascal Siakam dire « Je suis Camerounais fier de l'être, je veux jouer pour l'équipe nationale, mais il faut que les conditions soient réunies. » Alors, je vais pas rentrer, on va pas vilipender le basket camerounais dans cette émission, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Missy, et après le doc. Missy, qu'est-ce que tu veux dire? Alors, juste une chose, c'est un débat que nous avons souvent eu, et pas qu'avec Siakam, nous avons le même débat avec Ambib. Ambib, ça allait beaucoup plus loin avec cette histoire d'équipe de France. Il y a eu plein de choses. Maintenant, n'oublions jamais une chose. La NBA est un business. La NBA est tellement un business que alors que tout le monde, certains championnats se sont mis en stand-by, la NBA n'abdique pas. La NBA compte bien terminer sa saison, désigner le champion en titre. On ne sait pas comment ils vont faire, mais ils envoient de leur image et de leur business. Quand vous avez votre business, vous devez vous assurer que les gens qui font tourner vos employés sont en capacité d'être là tout le temps. Vous devez avoir l'œil regardant. Pascal Siakam est un joueur important de cette ligue. Si les gens ne le disent pas, quelqu'un m'a dit « Ah oui, mais Siakam il joue pas très bien, il est passé ici. » Je redis à tout le monde que c'est un joueur important, très important de cette ligue. Parce que sans lui, on l'avait dit l'année dernière au moment des finales. On l'a dit même quand les playoffs ont commencé, on a dit s'ils n'ont pas Pascal Siakam, si Pascal Siakam est là, ils peuvent aller au titre. On l'avait dit. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, quant à ce qui est du pays, déjà même l'accueil qui lui a été réservé au Cameroun avec toutes les rumeurs, tout ce qui s'est parlé sur lui, il n'est pas seul décisionnaire. Quand je t'assure, quand quelqu'un t'a donné 130 millions de dollars sur 4 ans, il veut pas voir que tu te blesses. Ouais. Quoi que ce soit par négligence ou par quoi que ce soit. Il est regardant. Ne dites pas qu'il n'aime pas l'équipe nationale, il n'aime pas ça. C'est celui qui distribue les millions qui a la priorité. Parce que ce soit Siakam ou Ambib, Joël Ambib est quand même dans le classement des sportifs les mieux payés. Siakam, à partir de l'année prochaine, il le sera. On va avoir 2 personnalités camerounaises sûrement dans les centres sportifs les mieux payés au monde. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si on comprend quelque chose. Donc, tout ça a fait que c'est des gens qui sont aujourd'hui importants. Le Cameroun n'est pas décisionnaire. La France, bon, quand c'est la France, Tony Parker a toujours fait le choix de l'équipe nationale parce que à San Antonio, ils ont compris que c'est quelqu'un qui a un peu plus d'assises. Il pouvait se gérer. S'il ne pouvait pas se gérer, Greg Popovich n'aurait jamais permis qu'il aille en France les étés et autres. Et puis Parker était meneur de jeu.
on s'est dit, on l'a mis dans le système San Antonio. S'il va même jouer aux équipes nationales, il saura comment faire. Vous vous souvenez de toute l'histoire qu'il y avait eu pour faire venir Joachim Noah dans l'équipe de France. Après, il n'a plus voulu venir. Mais je pense que nous tous, on paierait pour voir ce moment. Mais il faut pas oublier que s'il est aujourd'hui à la NBA, on peut dire qu'il est né au Cameroun, mais maintenant, est-ce que le Cameroun, quelle est la contribution et la quote-part du Cameroun? Même quand il devient champion NBA, on lui a envoyé un courrier, il était au Cameroun, même le ministre, il n'a pas vu. On va en parler, t'inquiète pas. On va aborder ça. Vas-y, conclue et après on va enchaîner. Juste une chose, on peut pas lui en vouloir parce qu'il n'est pas décisionnaire. Et aujourd'hui, on va en parler, mais c'est véritablement, on va l'écouter parce que il en parle. Il en parle et je voulais que tu exposes justement ce que tu dis après l'avoir écouté. Vas-y. Oui, je vais l'écouter, mais je disais juste que le truc de l'Africain, c'est que bien souvent il rêve, et en Afrique il n'a pas les opportunités, parce que si tant est qu'il y ait des milliardaires en Afrique, les milliardaires sont pas intéressés pour investir dans le sport. Donc ça aussi, ça manque. Il y a très peu d'investissement de milliardaires africains dans le sport. Écoutons le doc. C'est gouffre et ça ne rapporte pas assez. Mais maintenant, faisons-lui confiance que comme il a dit que il veut jouer pour le Cameroun, l'opportunité, j'espère qu'elle se présentera. On va écouter le doc ONP, juste le temps de faire une pause de moins de 10 secondes et puis on enchaîne avec la suite. Restez bien connectés, on va écouter le doc pour la suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Allez les amis, on est revenu sur le parquet de la radio off. On était donc sur le sujet concernant la décision de Pascal Siakam de jouer pour l'équipe nationale du Cameroun, le champion NBA camerounais MIP 2019, qui a dit, il a exprimé sa volonté de vouloir, il a dit je suis Camerounais et fier de l'être, je suis prêt à jouer pour le Cameroun, mais il faut que les conditions soient réunies. Le doc ONP, comment tu réagis après avoir entendu Pascal, le doc? Ouais, c'est l'éternel problème débat de l'organisation des nations africaines pour mettre leur talent dans les meilleures conditions pour jouer des compétitions, pour les représenter. Hein. On le voit dans tous les sports. Vous avez, et tu le sais mieux que moi, dans le groupe Facebook Radio Off, les péripéties qu'on a connues et les débats chauds, les trucs, c'est arrivé. Qu'est-ce qu'on a souffert dans le groupe Radio, qu'est-ce qu'on a souffert avec ces polémiques sur l'équipe nationale. Ouais. Et que ce soit à tous les niveaux, si tu te rappelles, Phil, à tous les niveaux, hein, que ce soit filles, garçons, même dans notre sport, c'est arrivé dans le groupe, les gens, parce que c'est l'éternel problème. Tu parlais ça arrive, il en parle dans ce live avec Alexandre Song, parce que pendant tout ce confinement, Alexandre Song a reçu d'autres joueurs et on a vu ce que les footballeurs disaient de ce qui se passait en interne, des trucs que beaucoup de professionnels n'aiment pas vivre et arrivent au point où ils disent je ne viens plus jouer. Ils arrivent au point où ils disent je ne viens plus jouer. Pourtant c'est leur pays et on pense qu'ils n'aiment pas leur pays, mais il y a des minimums pour que tu puisses représenter ton pays. Parce que très souvent, on voit sur le terrain, ça se passe mal. On a vu très récemment des interviews de Gaston Essengue niveau basket. J'ai envie de rester basket un petit peu. Ouais. Qui a essayé de rappeler tout ce qui s'est passé en interne et qui a fait qu'on a eu une génération qui est en train de vieillir, ou bien qui est la dernière génération avant celle des Pascal Siakam, qui avait des gars très très bons, qui auraient dû être champions d'Afrique. Et
Et on a toujours critiqué ouvertement, sans savoir ce que les mecs vivent, dans quel état ils sont quand ils sont sur le terrain, parce que l'état psychologique, l'entente, la vie du groupe est très importante parce que ça se reflète sur le terrain. C'est l'éternel débat des sélections nationales africaines. Et restons camerounaises, parce que Pascal Siakam, il est camerounais. Et ces jeunes-là ont vu à travers ces réseaux, à travers les expériences de leurs aînés, et surtout le degré de professionnalisme qu'ils ont atteint, leur interdit d'aller se jeter dans un guet-apens comme ça. Oui. Ça leur interdit ça. Tu ne peux plus. Encore que tu sois un joueur lambda NBA qui se bat pour survivre en NBA et qui se dit ouais, mon pays, j'ai vécu, il faut que je rentre, montrer que je représente. Je n'ai aucun sponsor principal qui me bloque, ni mon club. Je suis important, mais sans plus. Mais quand tu arrives et que tu es, comme je le disais, je parlais des étapes. Première étape, champion NBA, comme Parker disait. Deuxième étape, tu veux être All-Star. Pascal Siakam, il a enchaîné direct en moins de 1 an, les deux. Troisième objectif, avoir un titre individuel. Il l'a eu même avant d'être All-Star, MIP. À un moment donné, et directement le gros contrat tombe. À un moment, et tu deviens même franchise player. Hein? À un moment donné, certains ne réalisent pas. Moi, j'ai un cousin boxeur qui est à Toronto. C'est un représentant de tout le Canada. C'est qu'au Canada, tu peux pas toucher. Tu peux plus toucher. C'est-à-dire, ils ont perdu Kawhi Leonard. Mais au Canada, c'est l'équipe phare du Canada. C'est les Canadiens se reposent sur lui et sur Kyle Lowry. On ne jure que sur eux. Tu peux pas les toucher. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu peux plus dire de mal. Sportivement, ils n'ont rien actuellement comme ça. Et tu représentes une équipe, tu es le visage de cette équipe. Il y a un degré de professionnalisme. Beaucoup parlent de... je ne veux pas rentrer dans ça parce que je ne sais pas ce qui se met. Beaucoup ont beaucoup parlé aussi de Joel Embiid sur ça. On en a beaucoup parlé. Mais on ne sait pas, peut-être que lui, il gère. Je ne veux pas dire ce qui se passe. Il gère à sa façon sans parler. Il ne va pas évoquer des choses. Pascal l'a évoqué parce qu'il a eu cette interview, sinon tout le monde commençait à se poser des questions aussi. Mais vous avez vu ce que Philadelphie, je ne sais pas si dans l'histoire, une franchise a autant investi dans un joueur sans l'avoir vu jouer sur le terrain, sans avoir eu le temps qu'il ait prouvé. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé qu'une franchise soit aussi patiente envers un joueur et mette autant de moyens sans qu'il ait foulé les parquets, ou bien sans qu'il ait fait une dizaine de matchs. Et pourtant, il y a eu des gros joueurs NBA. Jordan, il s'est blessé à la deuxième année. Heureusement qu'il avait déjà joué. Non, à la première année, à la fin de heureusement. Non, au début de la deuxième saison, heureusement qu'il avait joué. Heureusement, et Chicago pouvait dire, lui, on a notre génie, on va investir sur lui. Et encore, c'était pas financièrement comme ça. Donc, qu'est-ce que Joel Embiid, je me dis, va aller se fourrer comme dans un guet-apens, parce que c'est ce que certains joueurs appellent, de se dire, je vais à la première sélection, je vais faire le forcing avec mon équipe, avec mon club. Il ne peut même pas. Son club, il vaut de l'or. Les assurances qu'il y a sur son corps peuvent payer des PIB de certaines équipes, des PIB de certains pays, excusez-moi. Donc, ça arrive à un degré que les conditions, et ça, je ne veux pas rentrer dans la politique ou bien dans l'organisation, parce que le Cameroun, je dis ce que je vois, mais je ne sais pas forcément ce qui se passe derrière. Je dis juste que je peux comprendre que à le degré, avant de s'engager, de dire je viens, il faut qu'ils aient des conditions sur la table dont ils vont parler avec leur employeur. Que l'employeur dise, là où je t'envoie là, j'ai pas de souci. Je peux dormir, parce que les GM dorment très mal. Hein. La nuit, le téléphone sonne. On a tel joueur s'est bagarré dans telle boîte, tel joueur a fait ça, tel joueur il s'est blessé, tel joueur en sélection, ça s'est mal passé, il s'est tapé avec son coéquipier. Il faut pas que le GM se dise, là où je t'envoie, on va me réveiller la nuit parce que tu pèses avec assurance comprise plus de 500 millions pour notre franchise. On parle en millions. Si on rajoute les assurances, ça atteint des montants comme ça. Donc, je peux regarder. Oui, excuse-moi, Missy. Juste une chose, je te coupe rapidement.
Regarde ce qui s'est passé avec Paul Pierce dans une boîte de nuit. Tony Parker, pareil, il a failli perdre un œil. Et pour une franchise, je peux vous dire que ça vaut cher, ça. Ouais, très très cher. Vas-y le doc avec la conclusion, puis on enchaîne avec les derniers points. Vas-y. Oui, donc je voulais conclure juste que il faudrait que nous, publics, puissions avoir des infos et qu'on puisse comprendre, se mettre à place. Autant tu peux être, comme je disais, patriote, ça se voit, mais vu les expériences des aînés, ces mecs-là, ils parlent avec eux. Hein. Il a dit que c'est pas parce qu'ils ne s'affichent pas toujours sur les réseaux. Ils parlent avec eux, ils ont vu des expériences. Et que c'est à maintenant leur pays de les rassurer, de montrer une évolution, de les rassurer. Quand je vois l'autre, qui a été capitaine par la suite, quand son coach est devenu entraîneur de l'équipe nationale, Jérémy Zoli. Mais quand je discute avec Jérémy, et qu'on voit ce qui s'est passé en intérieur, quand tu vois ce qu'il a vécu, alors qu'il avait son argent ici à Chalon et à Strasbourg, et qu'il te dit, je veux quand même aller. Quand je vois ce que Franck Choubaï, il te raconte, quand ils y vont, et que ça leur coûte de l'argent parce que les clubs les mettent au placard, parce qu'ils ont fait le forcing, et qu'ils risquent la vie. Il dit, après j'ai ma maman qui est malade, j'ai ma femme qui est enceinte, le club je suis allé en pleine nuit, je suis sorti du bus. Moi, j'ai vu, je le dis ici sur cette radio, Bogmis m'appelait en plein 23h30, le retour d'un match dans le sud, parce qu'il jouait au Sable d'Olonne, à 1h30 de chez moi, mais le match dans le sud, faire le forcing avec son coach et lui dire, je vais jouer les qualifications pour le Cameroun, pour aller au championnat du monde, et que le coach ne veut pas, on le laisse sur l'autoroute au niveau de Bordeaux. Et appeler et dire, je suis seul, tu connais pas quelqu'un, je dois prendre l'avion à 6h, il est 4h. Je dois prendre un avion à Bordeaux. Et que c'est Ben Orona, qu'on appelle à Bordeaux, qui est docteur, qui est de garde, qui laisse sa garde pour aller le chercher sur l'autoroute, pour la mener à l'aéroport, pour qu'il puisse choper le vol à 6h pour aller représenter le Cameroun, et qu'au final, là-bas, il arrive et que ça se passe mal. Je peux comprendre. Moi, quand je reçois ce genre d'infos, je peux comprendre des joueurs qui se disent, surtout des professionnels comme Pascal Siakam qui dit, si les conditions ne sont pas réunies, ça vaut pas la peine. Je ne peux y aller. Donc c'est à nous de les rassurer et de dire, sans vous, avec vous, on peut le faire, on va les mettre les conditions. On va les mettre. Ça c'est clair. C'est vraiment un sujet extrêmement sensible. Vas-y, conclusion, Missy, après on enchaîne avec... Juste une chose par rapport à ça, même s'ils ne viennent pas pour l'heure à l'équipe nationale, on peut quand même dire que la jeunesse camerounaise voit en Bib All-Star, Siakam All-Star, les deux en même temps. Jamais un pays africain n'était parvenu comme ça à avoir comme ça deux All-Stars. Ils inspirent quand même la jeunesse du basket camerounaise. Une jeunesse qui, elle, jouera peut-être en équipe nationale. Mais c'est bien que l'histoire est là, nous permette de voir ça. Ça, il faut le dire, même s'ils ne viennent pas en équipe nationale, ils sont... Allez, on enchaîne. Les représentants du pays. En tout cas. Allez, on enchaîne, les amis. En tout cas, il est clair que les acteurs du basket au Cameroun devraient véritablement se pencher sur ce qu'il y a à faire. Ouais. Allez, du sport ici, puisque c'est vrai que dans tous les autres sports, il y a aussi ces problèmes-là. On enchaîne avec deux derniers sujets. Le premier sujet, c'est la polémique. Les polémiques, devrais-je plutôt préciser, les polémiques du retour de Pascal Siakam au Cameroun. Et le dernier sujet, c'est pas véritablement un sujet, mais il va nous expliquer un petit peu, il va raconter un petit peu comment il gère le confinement du côté de Toronto. On commence par écouter le sujet, l'introduction, la première révélation de Pascal Siakam, c'est l'introduction concernant les polémiques de son retour lors de son retour au Cameroun. On écoute Pascal Siakam. Même quand je suis allé au Cameroun, je suis pas allé au Cameroun, ça fait 7 ans. Et puis l'été passé, je suis allé au Cameroun pour la première fois. Et bon, c'est après la fin, on a gagné le
championnat. Bon, on a gagné la NBA, donc c'était vraiment le buzz. Moi, je savais pas, tu vois, en tant qu'Camerounais, vraiment, pour nous, c'était le foot, tu vois. Donc, on n'a jamais vraiment aimé le basket et tout ça. Donc, pour moi, je ne pense pas vraiment que, bon, les Camerounais regardent le basket, tu vois, un peu le genre, non? Donc, je pars au Cameroun. Et puis, bon, moi, je pense juste, gars, moi, je vais voir parce que mon père était décédé, et puis, ça faisait peut-être 5 ans que je suis pas allé au deuil, donc, j'ai pas vu sa tombe, rien. Donc, quand je m'en vais au Cameroun, c'est la chose à laquelle je pense, tu vois. Donc, c'est, ok, je viens voir mes petits amis du quartier, et puis ça, et puis je viens voir mon père, et puis, bon, moi, je pense pas vraiment que les gars regardent le basket, tu vois, un peu le genre. Donc, et puis, ça a créé une polémique parce que, tu vois, donc, les gars disent que, bon, ils voulaient m'accueillir comme, tu vois, un peu comme un digne fils du Cameroun, et tout ça. Bon, moi, je suis un gars vraiment simple, et pour moi, bon, c'est comme ça que j'ai grandi, et bon, pour moi, je viens juste au Cameroun, je viens voir ma famille, et tout ça. J'ai pas vraiment besoin de, tu vois, des caméras et tout ça pour aller voir ma famille. Donc, pour moi, c'était un peu ça. Et puis, les Camerounais étaient un peu fâchés par rapport à ça. Mais bon, pour moi, c'est juste que, moi, je sais pas. Donc, moi, je vis ici. Et comme tu as dit, tu es dans la vie, tu ne regardes pas vraiment ce qui se passe. Donc, quand tu as eu l'occasion d'être dehors maintenant et de voir l'ampleur, tu vois, un peu l'ampleur que ça a, et bon, moi, je savais pas vraiment, et puis bon, ça m'a étonné que les Camerounais étaient vraiment investis dans le basket, des trucs comme ça. Donc, bon, ça fait plaisir de voir que c'était ce support-là et tout ça. Donc, maintenant, je suis content, très content. Et puis, comme les gars me disent toujours, les gars, tu as porté le drapeau camerounais, ça nous a, tous les gars étaient contents, donc tu as pris le drapeau du Cameroun. J'ai dit, grave, tu peux pas t'imaginer. Je te jure que tu peux pas t'imaginer, parce que, comme je te dis, c'est des choses. On enchaîne rapidement avec le deuxième extrait, puisqu'il y a 2 extraits. Je sens que ça va être très très chaud parce que c'est un sujet un sujet polémique qui a véritablement été très très chaud du côté du Cameroun. En tout cas, on va passer à l'extrait où il évoque cette visite. Missy, tu as évoqué la visite du ministre, la visite au ministre des Sports. Pascal Siakam qui revient sur cette polémique et après on va commenter ce qu'il a dit. On écoute Pascal Siakam cette polémique avec la visite du ministre des Sports. À tout de suite, on écoute Pascal. Ton corps, c'est ton travail. Il faut que donc qui vont te permettre de pouvoir mieux te faire évoluer, tu vois. Ouais. Et c'était comme ça, parce que même quand je suis arrivé au Cameroun, c'était un autre grand problème, c'était que bon, je suis arrivé, peut-être, on a dit que le ministre voulait me voir, et puis j'ai fait comme si je voulais pas voir le ministre, quoi. Et pour moi, d'abord, comme je t'ai d'abord dit au début, je suis venu au Cameroun pour des raisons juste familiales, personnelles. Et puis aussi, c'était venir aider la jeunesse camerounaise, tu vois. Et pour moi, c'était, j'avais pas d'autre agenda, en fait, tu vois. Et moi, je suis très calme, je suis tranquille, je suis humble, je suis dans mon coin, c'est ma famille et tout ça, j'essaie de faire ce que je peux faire. Et j'aime pas trop vraiment entrer dans les petites politiques, tu vois, les petits trucs de derrière que nous on aime faire en tant que Camerounais, tu vois. Moi je suis là, je viens, je suis tranquille, je fais ce que j'ai à faire, je vois mes gens, je vois mes amis, on fait ce qu'on a à faire, et puis je suis tranquille. Et j'ai pas eu de nouvelles que le ministre voulait me voir, que ce soit, ou j'ai pas, et puis je pense que c'était même le jour où le ministre voulait me voir, qu'on m'a dit que je dois rencontrer le ministre, et puis je me dis, mais moi je savais pas ça, tu vois, donc je pensais pas pouvoir rencontrer le ministre ou quoi que ce soit, je savais pas, donc j'y pensais même pas. Donc si les conditions étaient vraiment, peut-être je voulais le rencontrer, mais bon, mon but dans le voyage, c'est pas de faire de la politique quoi que ce soit, tu vois. Et je me rappelle, j'avais dit aux gens, bon, si c'est que tous ceux qui veulent venir, vous voulez invitez-le au camp, parce que moi je pense que le camp c'est le plus important, tu vois. Le camp c'est le plus important, c'est la jeunesse camerounaise. Si vous voulez vraiment voir évoluer le basket, venez au camp, on voit comment on peut faire pour aider la jeunesse, parce que pour moi c'est le seul intérêt que j'ai. C'est de pouvoir aider la jeunesse camerounaise et de pouvoir faire que demain on ait plus de gens comme moi en NBA. Et moi, même pas seulement en NBA, parce que la NBA c'est pas facile, mais qu'on ait plus de gens qui réussissent en général, dans la vie en général. Parce que tout le monde ne veut pas être en NBA, tout le monde ne veut pas être en NBA, tout le monde ne va pas arriver à ce niveau-là, mais si c'est que chacun peut réussir à son niveau, c'est ça l'important. Si c'est que dans des années, on peut dire que j'ai aidé 2, 3, 4, 5 personnes qui peuvent me regarder et dire que, oh, ok, j'ai vu le grand, s'il a fait ça pour nous aider, et aujourd'hui, je suis, moi, ça me fait plaisir.
Et c'est tout ce que je peux demander, tu vois. Et c'est tout ce qui m'intéresse, en fait. Rien d'autre. Non, tu vois. Moi, je savais même pas, c'est dommage parce que, tu sais, des fois, au pays, des fois, les gens rapportent. Par exemple, ils vont dire, tu vois, les gens vont aller interpréter comme tu l'as dit, tu vois ce que je dis. Ils t'invitent le même jour, on te dit ça le même jour. On te dit c'est compliqué, je te comprends. Pour moi, et puis bon, une personne de dehors va arriver, va dire, oh, on lui a dit, mais on te dit le même jour que tu l'as fait. Mais ça, c'est pas comme ça que les choses se font. Et même si c'est que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire, ça se passe pas comme ça. Tu te lèves pas un matin et puis on te dit et puis tu vois, les choses ne vont pas comme ça. Donc ce sont des choses qui sont prévues et il y a beaucoup de choses qui entrent dans ça, tu vois. Donc c'est ça. Bon, on va avec les Camerounais à la fin de la journée, c'est qu'ils comprennent ce qu'ils veulent comprendre, mais si c'est que dans tu es serein et que tu sais que tu as le bon. Ton corps, c'est ton travail, il faut que donc ils vont. On est arrivé à la fin de cette révélation. J'ai entendu Missy rigoler un petit peu. Alors moi je vous le dis comme je le pense. Vous savez ce sujet concernant les autorités en liaison avec les autorités du Cameroun, c'est un sujet sans fin. Il y a des pourfendeurs qui ont des avis très tranchés là-dessus, d'autres qui ont d'autres avis. Moi je vais juste évoquer deux éléments. La première, c'est que je sais pas si vous avez remarqué. Le doc, tu es là? Allô? Allô? Le doc? Est-ce que le doc m'entend? Je vais vérifier la légion avec le doc. Missy, tu es là, non? Oui, je t'entends. Le doc, est-ce que... Oui, je voulais juste vérifier. Tu as entendu Pascal, non, le doc? Non? Oui. Voilà. Ce que je voulais préciser, c'est ceci. Je voulais préciser deux choses. La première, vous me direz ce que vous en pensez. On va commencer par le doc, d'ailleurs. Après, ce sera Missy. On va commencer par le doc. Le doc, deux choses que j'ai remarquées. La première, c'est, je sais pas si vous l'avez senti, mais à la fin de son intervention, Pascal est énervé. Il est vraiment énervé. C'est quelque chose qui le saoule quelque part parce que tu sens véritablement que pendant son séjour, il a été, en tout cas, c'est comme si il y a ce sentiment d'harcèlement qu'il a reçu et qu'il a véritablement saoulé, qu'il a véritablement énervé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est la naïveté. Est-ce que vous n'avez pas aussi le sentiment quelque part que Pascal est un petit peu naïf dans ses déclarations? Moi, c'est le sentiment un petit peu que j'ai quand je l'entends dire, par exemple, je l'entends dire, je savais pas qu'au Cameroun le basket avait cette importance. Je suis rentré au Cameroun, j'avais pas l'intention d'aller faire autre chose que d'aller voir ma famille et mes amis au quartier. Alors, il y a de la naïveté et de la colère. Il y a de la colère à la fin et de la naïveté. On va écouter le doc et après Missy. Le doc ONP, comment tu réagis à ce retour de Pascal Sakam sur la polémique de son retour? Vas-y. Oui, moi, c'est en lien avec le sujet précédent pour moi. Ça fait partie des organisations où ce n'est pas forcément pour un rassemblement, pour un tournoi, mais c'est l'organisation au sens général. Tout ça, tu sais ce que ça m'a fait penser quand cette histoire a eu lieu l'année dernière, l'été dernier. Dis-moi. J'avais posé une question et je me suis dit, donc, vous voulez me dire que on a un représentant, peut-être c'est parce que les gens, nos autorités, ceux qui sont en place, peut-être ne connaissent pas assez le sport ou l'importance de ce que ces mecs font. Parce que comment pouvez-vous me dire que pour la première fois, on a un enfant né au Cameroun, qui a grandi au Cameroun, qui est champion NBA. Peut-être les gens ne réalisent pas, en fait, les autorités, et l'engouement que le peuple a mis. Peut-être ils ne regardent pas les réseaux, ils ne savent pas quel est l'engouement. Peut-être c'est pour ça qu'ils négligent beaucoup de points dans les rassemblements. Je me rappelle, c'est après les coups de pression des gens qu'on a vu une lettre signée d'un ministre, je ne suis même pas sûr que c'était lui ou bien du président de la fédération, je pense que c'était d'un ministre. Le ministre. Félicitations. Après, on a mis ça sur les réseaux. Ils ne réalisent pas comment c'est, après une telle victoire, après ce qu'il a représenté dans cette victoire, après son titre de l'année dernière, parce qu'il a eu un titre individuel parmi les titres individuels mis en jeu par la Ligue, il n'y a même pas eu un truc prévu avant qu'il ne mette ses pieds au Cameroun. Quand je te dis, c'est-à-dire qu'une cérémonie où on te dit,
monsieur, on aimerait que vous soyez là parce qu'on va vous honorer. On va vous honorer parce que ce que vous avez fait n'est jamais arrivé et on ne sait même pas si ça arrivera encore. Et que, c'est pour ça que je dis, peut-être que les autorités ne réalisent pas, ceux qui sont en place, n'ont pas cette réalité. Ils sont loin de la réalité. Ils sont très très loin de la réalité. Parce que c'est arrivé là-bas que, et il l'a dit parce que j'avais déjà entendu ça l'année dernière, c'est arrivé là-bas que quand il est en train de faire ces trucs, il y a un buzz autour, il est en train de se battre pour donner aussi aux jeunes son petit camp et tout, voir sa famille. C'est là qu'un ministre se rend compte qu'il est là et dit « Allez lui dire que je veux le voir ». Mais parce que ça toujours, c'est un fonctionnement. Ça fait partie du fonctionnement qui fait qu'on n'avance pas. Que les joueurs se disent « Ces conditions-là, je ne les veux pas ». Quand n'importe quel autre joueur étranger, en tout cas originaire d'Occident et tout, n'a qu'un certain titre ou bien champion, on le fait venir dans les pays. Il y a même des parades pour eux. Il y a même des parades. Il y a même des parades. Ils marchent avec le titre. Je parle juste de l'Argentine et Manu Ginóbili, par exemple. Il est allé faire une parade dans son pays avec le trophée, comme si c'est eux qui avaient gagné. Comme si c'est eux. C'est-à-dire que quand même Dirk Nowitzki était rentré en Allemagne avec le trophée. Pourtant, qu'est-ce qu'il avait? Il est aux États-Unis depuis combien de temps? Et après, je parle même de deux, mais il y a d'autres. Hein. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'un pays comme le Cameroun n'a pas compris sur l'importance de ce que le mec vient de réaliser, ce jeune. Ce que tu dis, c'est que c'est du côté du Cameroun qu'ils n'ont pas organisé son retour en fait. Ils n'ont pas. Non, mais d'autre part, peut-être qu'il ne réalise peut-être pas lui-même parce que depuis qu'il est aux États-Unis, l'importance, peut-être qu'il s'est détaché. Mais c'est ce qu'il a dit, hein, c'est ce qu'il a dit. Il a dit qu'il était conscient de rien du tout. Hein. C'est ce qu'il a dit. Tu sens qu'il est honnête. Hein. Il dit pas ça, c'est pas des conneries. Il dit, je savais pas que c'était comme ça. Je savais pas que c'était comme ça. Je vais te dire, hein, la majeure partie de ces sportifs, et je le dis pas pour le défendre, quand ils arrivent dans la rue, ou bien les stars même, hein, ou bien quand ils sont dans une compétition, ou bien ils sont plus près de leur public, tous disent mince, je suis aussi connu. En fait, les gens m'aiment autant. Les gens m'aiment autant. Ils sont surpris. Oui, beaucoup. Puis la majeure partie, moi en tout cas, peut-être 98-99% des sportifs, quand ils sont agréablement surpris et ils disent je suis autant ça. Je ne réalise pas à quel point les gens m'aiment. Je ne réalise pas à quel point je suis populaire. C'est quand ils ont gagné, ou bien ils sont dans la rue, ou bien ils se retrouvent dans une compétition où ils sont exposés à du public, ou un jour, voilà, ils sont dans une, pas une manifestation, mais ils sont face à une vérité et ils se rendent compte, parce que beaucoup se déconnectent, hein, beaucoup se déconnectent, après certains se reconnectent, et comme on a dit, certains créent leur Instagram, leur truc, et voient commentaires sur que ça monte. Je me rappelle certains sportifs dont on parle qui ont créé leur Instagram 3 jours après, ils sont à 1 million de personnes, ils hallucinent, ils disent, il y a 1 million qui ont appris que j'ai un Instagram et qui me suivent. Ils commencent à réaliser, mais ce n'est encore, c'est loin de la rue, c'est loin de l'engouement. Il a mis ses pieds, il a vu, mais ce n'est pas lui, normalement, Phil. On ne devrait même pas attendre de savoir s'il réalise, parce qu'il rentre chez lui pour voir sa famille. Il rentre parce que, enfin, ça fait un moment, il a travaillé dur, et qui s'est dit, le club, avec cette victoire, nous a dit, reposez-vous un peu, profitez-en. Parce que c'est un petit peu ce qui se passe. Parce que Siakam, chaque été, a travaillé comme un dingue. On montrait tous ses entraînements. Il s'est dit, je ne suis pas arrivé. 1 an avant, on l'a mis en J-League. 1 an avant, il était en J-League. Il a rejoint le groupe pendant les playoffs. Là, et il a bossé encore l'année. Et là, il arrive en NBA, en finale, il gagne. On lui dit, va te reposer, profite de ta famille. Il rentre. Mais avant même ça, normalement, un pays avec un sport organisé, avec des dirigeants qui ont les yeux partout et qui disent, voilà un enfant du pays qui a fait honneur. Il a pris le drapeau du Cameroun, il n'a pas pris un autre drapeau. Il a dit, on m'a pas obligé. Le premier réflexe, c'était le drapeau de son pays. Normalement, tu as des dirigeants qui connaissent la réalité de l'importance de ce qu'il vient d'accomplir. Nous, on a eu les larmes aux yeux, Phil. Pourtant, je ne supportais pas forcément Toronto. J'ai été un truc, mais quand ce petit a gagné, on commentait les matchs. Tout le monde qui est camerounais, qui a fait du basket,
des larmes aux yeux en voyant qu'il lève ce drapeau. J'ai dit, c'est mon drapeau. Je jouais avec mes potes. Les potes, quand je suis arrivé aux entraînements, m'ont dit, on a vu ton concitoyen lever le drapeau. Même si je jouais à l'NBA, juste. Moi, je parle avec des mecs ici. Ils portent des maillots de joueurs à l'NBA. Ils disent, c'était ton frère camerounais. Son frère, c'est le nom Cameroun qui vient directement. Parfois, je m'assois avec fierté. Les gars me posent des questions. Je suis fier. C'est une fierté. Je dis, c'est lui, c'est un Camerounais comme moi. Quand je dis je suis Camerounais, un mec dit, comme Joël a dit, je suis le plus grand, tu es Camerounais, comme Siakam. Pascal Siakam, ils essayent de prononcer avec l'accent du pays. Et je me dis, quand le mec soulève ce drapeau, normalement, le lendemain, il doit avoir réunion, que ce soit dans les plus hautes instances, et dire quel jour on peut convoquer ce petit et l'honorer. Honorer ce qu'il a fait, parce que il a fait rayonner notre drapeau à l'extérieur. Et comment peut-on en profiter? C'est pour ça que je dis ça a un lien avec le sujet un peu d'avant, parce que ça montre à un joueur que tu as de l'importance pour nous, on veut te choyer, on veut que tu ailles plus loin, on va te mettre dans des conditions, et au prochain rassemblement, on va te convoquer. Mais déjà, si ça, le mec arrive, et c'est même pas personne lui a pas, et c'est arrivé dans son programme, qu'un ministre, le matin, lui dit, on veut te voir l'après-midi. C'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas Écoutons. C'est bon le doc, c'est bon, tu veux dire une dernière chose après? C'est bon? Allô le doc. Ok, Missy, toi tu as un petit peu rigolé quand tu as entendu Pascal Siakam. Comment est-ce que tu as envie de réagir? Parce que déjà, il ne savait pas vraiment, mais c'est Canal Plus Afrique qui diffuse la NBA, donc en Afrique. Il y avait déjà, avant Pascal Siakam, il y a quand même Joël Embiid, qui est un petit peu connu, il y a tout ça. Mais il y a un problème au Cameroun, c'est que nous avons des médias, mais c'est des médias qui n'ont pas les moyens pour investir et aller à la rencontre de tous ces joueurs NBA. Siakam, il sort d'un aéroport, il doit au moins y avoir des journalistes, un comité d'accueil un peu organisé pour dire, on va aller à sa rencontre. Et puis, quand on organise une conférence de presse, il n'y a pas le système autoroutier qui est bien. Quand vous dites à Siakam qui est à Douala, il faut se retrouver à Yaoundé pour rencontrer un ministre tout de suite. Il décolle quand, il voyage quand, il monte dans quelle voiture. Les Raptors, il ne faut pas leur faire avoir une crise cardiaque. Donc, je suis en train de bavarder de ça. En plus, il n'était pas seul au Cameroun, il était accompagné d'Ougiri Massaï. C'est le temps pour le Cameroun de faire le relationnel. Parce que il faut faire le relationnel. Et il y a quand même... Oui, en fait, tu veux dire qu'au Cameroun, ils ont manqué une opportunité de développer une relation avec le GM des Raptors pour faire des choses... Le GM des Raptors et de Siakam lui-même. Parce que, regardez, la NBA a quand même choisi le Cameroun pour implanter NBA Junior. Quand on implante NBA Junior et on a quand même vu le petit si, c'est un jeune Camerounais sur les deux. Malheureusement, la 3e édition de NBA Junior, à cause du Covid, n'a pas pu se dérouler. Mais c'est un jeune Camerounais qui, dans les 2 éditions, Marouf Moumine, qui a été élu meilleur joueur. Dans la jeunesse camerounaise, elle est là. Elle voit les Siakam et autres, elle-même, elle nourrit les mêmes rêves, les mêmes ambitions. Et puis, quand Pascal Siakam est au Cameroun, il n'est pas à la disposition d'un ministre. Il n'est pas à la disposition d'un ministre. Regardez bien, on parle d'un autre cas. Giannis Antetokounmpo, c'était un gamin, la famille a émigré, il était plus ou moins sans papier, il était vendeur dans les rues d'Athènes et tout ça. Aujourd'hui, depuis que le gamin est là, il marche bien à la NBA. Vous savez ce qu'il est, Giannis Antetokounmpo? Il a été nommé ambassadeur de la Grèce. Ambassadeur de la Grèce. Comment un gamin africain immigré là-bas en Grèce qui n'avait pas, il n'avait même pas de quoi. Aujourd'hui, les Grecs sont contents de profiter
pour dire c'est un citoyen grec, même s'il a des origines nigérianes, c'est quelqu'un qui va nous représenter, c'est quelqu'un qui est censé générer de l'opportunité pour le pays. Quelqu'un comme Pascal Siakam, il met le drapeau du Cameroun, ça veut dire qu'il a placé le Cameroun là où il est. Et d'ailleurs, on a beaucoup parlé de cette rivalité. Le Douala Yaoundé, ça m'a fait quelque chose d'entendre un journaliste américain parler de Douala contre Yaoundé. Quand est-ce qu'on parle de ça? Ça aussi, c'est important. Vous ne l'avez pas entendu. Nous, on le disait comme ça dans les off, on en parlait, Douala contre Yaoundé. Mais même les journalistes américains sont partis sortir l'expression et commencer à s'exprimer. Le problème du Cameroun, c'est que vous apparaissez en tant que personnalité publique. Il faut encore aller supplier votre propre pays pour qu'on vous donne la reconnaissance. C'est pas comme ça que ça marche. Moi, c'est bon, faut faire. En tout cas. Ce qu'il veut faire par rapport à la jeunesse, c'est bien. Parce que c'est ce que Mbamouté a fait. Et toi aussi, ce travail-là a fait. C'est ce travail-là, il faut se reproduire et multiplier les champions. J'ai lu récemment une petite anecdote là. Le fils de Doc River, Austin River. Les Austin River, ils étaient dans un camp d'entraînement de basket et tout ça. Ils sont contents parce que bon, le fils Austin River, ce que savent peu les gens, c'est qu'il était dans les meilleurs jeunes joueurs des États-Unis. Ils ont donc un camp de basket qui est organisé par Deron Williams. Ils y vont et tout. Mais sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que Deron Williams leur a réservé une petite surprise. Et la petite surprise, vous savez quel est son nom? Ce gamin a depuis été champion NBA. La petite surprise qui vient impressionner tout le monde, qui les a mis dans le vent, ce gamin, il s'appelle Kyrie Irving. Avant ce temps-là, personne ne le connaît. C'est Deron Williams qui a encore parlé de lui, qui fait inviter Kyrie Irving. Et les gamins, ils sont là. Eux, ils sont parmi les meilleurs du pays. Tout le monde les connaît. Lui, Kyrie Irving, personne ne les connaît. Et il vient, il fait 2-3 mouvements, il dribble les gens. Tout le monde dit, il a été drafté en première position, ce gamin. Donc, lui, ce qu'il veut faire là, par rapport à tous ces camps, c'est important. Au jour d'aujourd'hui, ce qui fait marcher les choses, c'est le vivier. L'Amérique a un énorme vivier que nous, jamais nous aurons. Tu vas vers la conclusion? Vas-y, vers la conclusion. Juste un truc, parce que eux, ils sont 300 millions. Mais on est tout le temps en train de demander à ces sportifs, vous touchez l'argent, qu'est-ce que vous faites? Avant d'attendre que quelqu'un va faire quelque chose pour nous, faisons d'abord quelque chose pour nous-mêmes. Il faut que nous normalisions déjà, il faut normaliser les choses avant d'attendre que les sportifs doivent être partie prenante. Voilà, donc on a bien compris vos deux points de vue qui se rejoignent et je suis d'accord avec vous. Il faut véritablement pouvoir améliorer les conditions d'accueil. Allez, on va terminer avec ce sujet où Pascal Siakam raconte un petit peu comment il s'est organisé pendant le confinement et on va clôturer ce talk show. On écoute Pascal Siakam. Avec la pandémie là qui se passe là, comment tu fais tes journées, tout ça là? Pour moi, bon, tu sais que j'ai suivi notre live que vous avez fait avec notre joueur, je ne connais pas vraiment. Oui, les gars. Vous avez dit que les gars, quand le confinement a commencé, les gars travaillaient tous les jours. Donc les gars, tu travailles 24 heures sur les gars, tu dis que gars, mais quand tu arrives à un niveau, tu ne sais pas quand ça va recommencer. Tu me fais le genre, tu ne sais pas quand la NBA va recommencer, mais tu t'assois comme ça, tu es là pour fatiguer toute la semaine, tu dis que j'ai travaillé même pas. Tu me fais le genre, Bon, maintenant là c'est un peu compliqué parce que maintenant tu peux plus t'asseoir tous les jours, tu travailles tous les jours, tu vois. Donc pour moi j'essaie de faire c'est que bon 4 fois par semaine
je travaille 4 fois par semaine, peut-être lundi, mardi, je prends un repos, peut-être mercredi, et puis jeudi, vendredi, je travaille. Le week-end, je suis off, je suis tranquille. Donc, j'essaie de faire 4 fois par jour. Je travaille juste, à la maison, j'ai des petits trucs, peut-être le vélo, le treadmill, des petits trucs comme ça. J'essaie de travailler comme je peux. Mais bon, j'ai pas de terrain ou quelque chose comme ça, donc c'est compliqué pour gérer. Mais bon, j'essaie de garder la forme. Je suis avec mon frère ici, donc les gars ne sortent pas. Donc ça fait 2 mois que je peux compter le nombre de fois que je suis sorti. Voilà, Pascal Siakam qui s'est exprimé là-dessus, vous avez compris, il essaye de garder la forme autant que faire se peut, on va dire ça comme ça. On rappelle que je pense qu'ils ont déjà réouvert les gymnases du côté de Toronto. Donc les entraînements individuels ont repris, hein. On rappelle les conditions, c'est 4 jours par 4 joueurs sur un gymnase avec un ramasseur de balles à chaque fois. Donc je crois qu'ils démarrent comme ça. Au niveau des franchises, mais je crois que du côté de Toronto c'est 2. Je suis pas certain. Voilà, Pascal Siakam qui s'est aussi exprimé sur la jeunesse, s'est beaucoup exprimé sur la jeunesse. J'ai pas voulu, on a pris le parti de pas intégrer ça là tout de suite parce que c'était pas un sujet sur lequel on va forcément beaucoup réfléchir puisqu'il s'agit simplement, on va simplement rappeler qu'il s'est beaucoup exprimé sur la jeunesse, sur son intention de faire des camps, de continuer à développer des activités pour les jeunes, et il a surtout dit qu'il ne va pas s'impliquer sur les embrouilles politico-politiques de son pays, qu'il va continuer à faire ce qu'il doit faire pour la jeunesse. J'ai trouvé ça très intéressant, très bien de sa part de le dire, et ça c'était bien. On va conclure. Vas-y Missy. Qu'est-ce que tu veux dire? On conclut sur tout ce qu'on a entendu. Non, le confinement a fait naître quelque chose. Parce que tout à l'heure, Simon a parlé du moins des mauvais réflexes qu'avait Sékou Doumbouya. Comment il s'appelle, Taco Fall aussi en a parlé. Il a dit l'entreprise NBA c'est une entreprise difficile et le comportement a fait naître beaucoup d'incertitudes. Ça veut dire que là où ils sont là en ce moment, il y a quand même 25% de leur salaire qui est manquant. Et puis, une partie de leurs revenus était sur la vente de billets, la vente de produits dérivés, des clubs et la présence de spectateurs. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment réussir, n'oubliez jamais que tous les jours, vous devez toujours savoir faire quelque chose de plus par rapport à la veille. Vous devez vous lever le matin en vous disant « Je vais être meilleur que la veille, que je n'étais hier. Ce dribble-ci j'ai essayé, il m'a posé problème. Demain, quand je viens, il faut que je sois parfait. Voilà. » C'est comme ça, quand on a vu de Last Dance, c'est comme ça que Jordan a été tout au long. Les Hakim Olajuwon, les anciens ont été comme ça. Pascal Siakam suit simplement le même cheminement pour être meilleur. En vous levant, fixez-vous toujours un objectif. Je dois savoir quelque chose. On va faire la passe. Par rapport à la veille. On va faire la passe au doc. Le doc NP, on conclut ce talk show. Tu as écouté Pascal, globalement, ça va, un exercice intéressant, le doc. Oui, j'ai bien aimé. Ça nous permet, sans d'avoir institutionnalisé les choses, parce qu'une interview sous forme d'une discussion en live comme ça, c'est une interview il est plus relâché aussi. Une interview qui vaut cher, qui vaut très cher, parce que dans d'autres conditions, il l'aurait peut-être pas fait, parce que depuis, il ne s'adresse pas aux médias sur ça. Donc, ça permet, comme tu dis, de façon très relâchée, de discuter avec un autre sportif qui comprend un petit peu ce qui se passe sur le plan psychologique, sur le plan mental. Donc, ça nous permet aussi de voir. Et c'était un bon petit régal. Et on en a appris des choses. D'autres ont été confirmées. Et je lui souhaite franchement une très bonne reprise. J'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, ça spécule encore sur des dates. Mais il fait partie, à travers cette interview, il confirme qu'il fait partie des gens lucides et qui savent ce qu'il veut. Donc,
c'est pas très courant chez les sportifs, mais c'est la marque de beaucoup de champions. Ouais, c'est clair, Pascal Siakam très éclairé et qui sait exactement ce qu'il veut, comme tu l'as dit. Et donc, ici, on est arrivé à la fin de ce talk show Total Africa NBA, à présent terminé, spéciale révélation Pascal Siakam. Tu as apprécié cet exercice, hein, Pascal Siakam relâché. On a senti son émotion, hein, que ce soit dans la joie ou que ce soit dans la colère. on l'a senti s'exprimer et ça fait du bien. On a senti son émotion et on dit surtout aussi que il joue aussi en partie pour ce père qui est aujourd'hui absent. On a comme lui, comme Giannis ou même Joel Embiid qui a perdu un frère. On a cette émotion, il y a cette part d'absence de la personne qui n'est plus là. On voudrait être que la meilleure personne possible qu'il ne peut pas voir. Donc ça aussi, on a les objectifs par rapport à ça. On a les objectifs de dire, faut que je fasse quelque chose qui aurait rendu mon père fier. Et son père n'est plus là aujourd'hui et c'est aussi une blessure du cœur qui est là. Mais à chaque fois dans la vie, il va entreprendre, il fera quelque chose. Il va toujours se souvenir de ça. Et c'est bien pour inspirer la jeunesse, pour dire à la jeunesse, vous pouvez partir de très très loin et arriver en haut. Mais quand vous êtes en haut, c'est pas le tout d'arriver en haut. C'est qu'il faut se maintenir sur les sommets. Et ça, c'est l'exercice le plus difficile à faire. S'il arrive à faire ça, je vais vraiment lui tirer mon chapeau, quoi. En tout cas, on lui souhaite le meilleur pour la fin. En tout cas, le meilleur pour la suite. Le meilleur pour la suite. Pas pour la fin. C'est la fin du talk show, c'est pour ça. C'est parce que c'est déjà la fin du podcast. Pour la fin de ce podcast... Et dire que les Raptors ont quand même une petite chance de se succéder à eux-mêmes. Voilà. Allez les amis, je veux vous remercier d'avoir été présents pour ce podcast, cet exercice où on a écouté Pascal Siakam s'exprimer. Je vous donne rendez-vous dans The Big NBA Show. Ce sera mardi. Vas-y rapidement. Une petite pensée pour Paul Motazé. Paul Motazé qui était le docteur des Lions indomptables de l'équipe nationale de football qui est décédé. Paix à son âme, voilà. Paix à son âme. Une belle pensée pour lui. Merci, Messi. Donc, comme je le disais, je vous donne rendez-vous pour la prochaine longue émission. Ce sera mardi de Big NBA Show. On fera le point sur le débat qui résonne sur les réseaux sociaux. Qui est votre MVP du moment, si on devait désigner un MVP, puisque la saison va reprendre le 31 juillet. On rappelle la date 31 juillet, la date que se donne la NBA pour redémarrer les activités, pour redémarrer la saison. Rien n'a encore arrêté pour les différents mécanismes, mais il y a déjà des discussions sur qui sera nommé MVP, Giannis Antetokounmpo ou LeBron James. Voilà, on va se poser, on va apporter une réponse mardi pour The Big NBA Show. Le Doc One P, Missy, merci d'avoir été connecté avec nous. C'était un plaisir. Merci. Merci tout le monde. Très bonne semaine à tout le monde. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été connecté sur le parquet de la radio. C'était Oncle Free Basket pour Total Africa NBA avec Missy depuis Paris, le Doc depuis Angers. Ciao les amis. Bye bye. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.